Ils m'ont appelé, pleurant infarctus, de papa. J'ai tout plaqué, pour qu'ils tendent des papiers pour voler mon argent. Alors j'ai fait semblant de signer. Puis j'ai lâché une bombe qui a pétrifié tout le monde. Leur visage. Quand la porte du fourgon de la gendarmerie a claqué, séparant mon père de moi pour de bon, je n'ai pas ressenti de victoire. Non. J'ai ressenti un vide immense et froid. J'avais fait ce qui était juste, mais je venais aussi de détruire ma propre famille. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas moi qui ai tout détruit. Il l'avait fait bien avant. Tout a commencé 3 semaines plus tôt. Le téléphone a sonné à 3h17 du matin. La sonnerie stridente a déchiré le silence de mon appartement à Lyon. J'ai tâtonné dans le noir, le cœur battant, attrapant l'appareil sur ma table de nuit. La lumière bleue de l'écran m'a aveuglé. C'était Bérangère. Ma sœur. Bérangère n'appelle jamais. Surtout pas à cette heure. J'ai décroché, la voix pâteuse de sommeil. Allô? Aurore? Sa voix s'est brisée. Ce n'était pas une simple contrariété. C'étaient des sanglots. De vrais sanglots, profonds, qui vous glacent le sang. Aurore, c'est papa. Mon cœur s'est arrêté. Quoi? Qu'est-ce qu'il a? Un infarctus, a-t-elle suffoqué. Il est au CHU de Dijon. C'est grave, Aurore. Les médecins, ils ne savent pas. Il faut que tu viennes. Maintenant. Un infarctus. Papa. Mon père, Arnaud Verdier. L'homme qui m'avait appris à sentir la terre après la pluie dans nos vignes de Bourgogne. L'homme qui me portait sur ses épaules pour que je puisse attraper les grappes de raisin les plus hautes. L'homme qui m'appelait, mon petit détective, quand je trouvais ses clés perdues. Cet homme-là ne pouvait pas avoir d'infarctus. Il était invincible. J'arrive, ai-je dit, ma propre voix méconnaissable. Je suis sorti du lit d'un bond, allumant toutes les lumières. Mon esprit, habituellement si logique, si méthodique que je suis auditrice en cybersécurité, le chaos n'est pas mon truc, était en surchauffe. Valise. Vêtements. N'importe lesquels. Je les jetais dedans. Chargeur. Brosse à dents. J'ai attrapé mon ordinateur portable de travail par réflexe. Pendant que je m'habillais, je réservais déjà un billet sur le premier TGV Lyon-Dijon. Le prix était exorbitant. Je m'en fichais. J'ai vidé mon compte épargne sans ciller. J'ai annulé ma première réunion de 9h par un email laconique, urgence familiale grave. Je me souviens avoir regardé mon reflet dans la vitre sombre du salon, mon sac à la main. J'avais 29 ans. Bientôt 30. Ma vie à Lyon était tout ce que j'avais construit, mon indépendance, ma carrière, mon avenir loin du domaine Verdier, ce vignoble familial qui obsédait en le reste de ma famille. Et en un appel, tout cela semblait si fragile. J'ai quitté mon appartement avant même que le soleil ne se lève, courant dans les rues silencieuses pour attraper un taxi. L'air frais du matin me giflait le visage, mais je ne sentais rien. Sauf la peur. Une peur froide qui me serrait l'estomac. Je ne savais pas encore que cette peur n'était que le début. Je ne savais pas que l'infarctus n'était qu'un mensonge. Un mensonge grotesque et cruel, conçu pour une seule chose, me ramener à la maison pour me voler mon héritage. Ils avaient besoin de moi. Mais pas parce qu'ils m'aimaient. Parce qu'ils voulaient mon argent. Avant que nous n'entrions dans les détails de cette incroyable histoire de famille, de cet héritage empoisonné, j'aimerais beaucoup savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous venez, et quelle heure il est chez vous. C'est fascinant de voir jusqu'où ces histoires voyagent. Et bien sûr, si vous aimez ce genre de drame familial bien réel, assurez-vous de vous abonner, car vous ne voulez absolument pas manquer ce qui vous attend. Je suis arrivé à mon bureau à 6h du matin. Mon lieu de travail est un immeuble de verre et d'acier dans le quartier de la Pardieu. Un monde de logique, de données et de pare-feu. Mon sanctuaire. Mon patron, Martial, était déjà là. C'est un homme qui ne s'embarrasse pas de fioritures. Il valorise la précision et les résultats. Aurore, dit-il, surpris, en levant les yeux de son écran. Vous êtes en avance. Martial, je dois partir, ai-je dit, ma voix tremblant légèrement. J'ai posé mon sac.
Mon père a eu une crise cardiaque. Il est à Dijon. Le visage de Martial s'est durci, non pas par manque de sympathie, mais par professionnalisme. J'étais au milieu de l'audit de cybersécurité le plus important de ma carrière. Nous parlions d'un contrat majeur pour la société. Mon rapport était attendu dans 3 jours. Aurore, dit-il lentement, en joignant ses mains. Vous savez ce que cela implique. Ce client est sensible. Si vous partez maintenant, je dois confier le dossier à quelqu'un d'autre. Immédiatement. Je savais ce qu'il voulait dire. Cela signifiait que ma promotion, celle pour laquelle je travaillais jour et nuit depuis 1 an, s'envolait. Mon père est peut-être en train de mourir, Martial. Il m'a regardé longuement. J'ai vu une lueur d'humanité dans ses yeux. Il a soupiré. Allez-y. Bien sûr. Prenez le temps qu'il vous faudra. Il a fait une pause. Mais je ne peux rien vous promettre à votre retour. Quand vous reviendrez, si vous revenez, nous devrons réévaluer. J'ai hoché la tête. Je comprends. J'ai attrapé mon sac et je suis parti. Pas de « merci », pas de « au revoir ». Juste le son de mes talons claquant sur le sol en marbre du hall. Je venais de mettre en péril 5 ans de travail acharné. À 7h15, j'étais dans le TGV qui filait vers le nord. Je regardais la campagne défiler à toute vitesse, mais mon esprit était à Dijon. J'essayais d'appeler Bérangère. Pas de réponse. J'appelais mon frère, Grégoire. Messagerie vocale. J'appelais ma mère, Odette. Directement sur messagerie. Une boule d'angoisse s'est formée dans ma gorge. Pourquoi personne ne répondait? Étaient-ils tous avec lui? Était-ce si grave? Je me suis souvenu de la condition de mon héritage. Mon grand-père, papy, m'avait laissé 5 millions d'euros. Une somme colossale. Mais elle était bloquée dans un trust jusqu'à mon 30e anniversaire. Dans 3 semaines. Et la condition était claire, je ne toucherais l'argent que si je poursuivais une carrière en dehors de l'entreprise familiale, le domaine Verdier. Pour qu'au moins un Verdier garde les pieds sur terre et la tête claire, avait-il écrit dans son testament. À l'époque, j'avais trouvé ça sage. Maintenant, assise dans ce train, je me sentais juste coupable. J'avais réussi. J'avais ma carrière. Et pendant ce temps, mon père était peut-être en train de mourir. Le train est entré en gare de Dijonville. Il était 9h du matin. J'ai sauté sur le quai avant même l'arrêt complet. Chaque kilomètre m'avait rapproché de la Bourgogne, mais il m'avait aussi éloigné de ma propre vie. Si seulement j'avais su ce qui m'attendait. Grégoire était là. Mon frère aîné. Il m'attendait à la sortie de la gare. Grégoire, l'héritier présomptif du domaine, l'enfant chéri. Il m'a prise dans ses bras. Une étreinte raide, maladroite. Aurore. Dieu merci, tu es là. Je l'ai repoussé doucement. Comment il va? On peut le voir? Il est tout. J'ai scanné son visage. Il avait l'air fatigué, certes, mais ses yeux étaient secs. Pas de rougeur, pas de cernes dues à une nuit blanche passée à pleurer. C'est compliqué, dit-il en attrapant ma valise. Viens, la voiture est là. Il m'a conduite vers le parking. Et je me suis arrêtée net. C'est quoi, ça? Il se tenait à côté d'une BMW X5 flambant neuve. Noire, brillante. L'odeur du cuir neuf flottait jusqu'à moi. On en parlera plus tard, dit-il, mal à l'aise. Une BMW neuve. Alors que, selon les rares nouvelles que j'avais, le domaine avait du mal? Le business marche si bien que ça, ai-je demandé, ma voix soudainement froide. Monte, Aurore. Maman veut te voir d'abord. Elle est à la maison. Elle veut te préparer. Me préparer? Me préparer à quoi? Non. J'ai secoué la tête. Ma méfiance, cette compétence que j'avais affûtée dans mon travail, commençait à s'éveiller. On va à l'hôpital. D'abord. Je veux voir papa. Il a soupiré, l'air agacé. Ce n'était pas de la tristesse. C'était de l'agacement. Très bien. Comme tu veux. Mais ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu.
Le trajet jusqu'au CHU de Dijon s'est fait dans un silence tendu. Il a branché la radio. De la musique pop. Pas vraiment l'ambiance d'une veillée funèbre. Nous sommes arrivés au service de cardiologie. L'odeur d'antiseptique et de peur m'a serré la gorge. Je me suis précipité vers le bureau des infirmières. Grégoire traînait les pieds derrière moi. Bonjour, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Je viens voir mon père, Arnaud Verdier. Il a été admis cette nuit pour un infarctus. L'infirmière, une femme d'une 50aine d'années au regard fatigué, a tapé sur son clavier. Elle a froncé les sourcils. Arnaud Verdier ? Non, je n'ai personne de ce nom. Si, ai-je insisté. Vérifiez encore. On m'a appelé à 3 heures du matin. Bérangère Verdier. Ma sœur. Elle a tapé à nouveau. Désolée, madame. Aucun patient de ce nom n'a été admis ces dernières 48 heures. Surtout pas pour un infarctus majeur. On s'en souviendrait. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. C'est impossible. Peut-être dans un autre service ? Non, dit l'infirmière, maintenant avec une pointe de pitié. Il n'est pas dans notre système. Nulle part. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Je l'ai ignoré. Je me suis retourné lentement vers Grégoire. Il ne me regardait pas. Il fixait ses chaussures. Des chaussures italiennes chères. Neuves, elles aussi. Grégoire, ai-je dit, ma voix dangereusement basse. Où est papa ? Il a levé les yeux. Son visage était pâle. Aurore ? Écoute. Il va bien. Il a juste eu une petite alerte. Bérangère, elle a paniqué. Elle a exagéré. Exagéré, ai-je répété. Le mot m'a semblé absurde. Exagéré ? J'ai quitté mon travail. J'ai vidé mon compte. Je pensais qu'il était en train de mourir. Viens, dit-il en attrapant mon bras. On va à la maison. On va tout expliquer. J'ai arraché mon bras. Non. Tu vas m'expliquer. Ici, maintenant. Mais je savais déjà. La BMW neuve. Les yeux secs. L'absence de dossier. Ce n'était pas une exagération. C'était un mensonge. J'ai sorti mon téléphone. Le message que j'avais ignoré était de Madame Fournier. Notre voisine. Une amie de mon grand-père. Aurore, ma grande. Faites attention en rentrant. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être au domaine. J'ai attrapé un taxi. Au domaine Verdier. Près de Beaune. Et vite. Grégoire m'a suivi, protestant. Il savait que le jeu était terminé. Mais il ne savait pas que le mien ne faisait que commencer. Le trajet de Dijon à Beaune a duré 40 minutes. 40 minutes d'un silence assourdissant, seulement brisé par les supplications de Grégoire. Tu ne comprends pas, Aurore. C'était nécessaire. C'est pour la famille. La famille, ai-je craché, le mot ayant un goût amer. Je n'ai pas attendu qu'il paie le taxi. J'ai sauté de la voiture et j'ai couru vers la maison. La grande maison familiale en pierre de Bourgogne, celle où j'avais grandi. L'odeur des vignes après la pluie matinale m'a accueilli, mais pour la première fois, elle m'a semblé aigre. J'ai claqué la porte d'entrée. Papa. Maman. J'ai suivi le son des voix jusqu'au grand salon. Et je me suis figé sur le seuil. Ce n'était pas une maison en deuil. C'était une réunion de conseil d'administration. Ma mère, Odette, était assise sur le canapé Louis XV, vêtue d'un ensemble en soie couleur crème, parfaite, pas un cheveu de travers. Bérangère, ma sœur, celle qui sanglotait au téléphone, sirotait calmement un café en faisant défiler son téléphone. Assis en face d'eux se trouvait Maître Pagnol, l'avocat visqueux de la famille, son éternel sourire narquois aux lèvres, des documents étalés devant lui sur la table basse. Et puis, il y avait mon père. Arnaud Verdier. Mon père, mourant. Il se tenait près de la fenêtre, dos à moi, admirant ses vignes. Il portait son pantalon de velours côtelé préféré et un cachemire. Il tenait un verre de vin rouge à la main. À 10h15 du matin. Il avait l'air en pleine forme.
La rage que j'avais ressentie à l'hôpital a disparu. Remplacée par un vide froid, analytique. C'était la partie auditrice de mon cerveau qui prenait le dessus. Bonjour, ai-je dit. Le son de ma voix a fait l'effet d'un coup de feu. Bérengère a sursauté et a renversé son café. Ma mère a fermé les yeux, comme si elle était prise en faute. Pagnol a commencé à rassembler ses papiers. Et mon père s'est retourné. Il n'y avait aucune culpabilité sur son visage. Juste un léger agacement d'avoir été interrompu. Puis, il a composé son visage. Le masque du père charmeur, aimant. Aurore. Ma chérie. Tu es rentrée. Il s'est avancé pour me prendre dans ses bras. J'ai levé la main. Ne me touche pas. Il s'est arrêté net. Le masque est tombé. Comment va ton cœur, papa, ai-je demandé, ma voix tranchante comme du verre. L'infarctus n'a pas l'air trop grave. Un Bourgogne du matin, c'est le nouveau traitement? Aurore, tu fais une scène, a dit ma mère en se levant, lissant sa jupe. Nous devions te parler. C'était le seul moyen de te faire venir. Le seul moyen? Vous m'avez fait croire que papa était en train de mourir. J'ai quitté mon travail. J'ai cru. Ma voix s'est brisée, mais de colère, pas de tristesse. Oh, arrête ton mélodrame, a lâché Grégoire en entrant derrière moi. Tu es là, non? C'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce qui compte, ai-je demandé, balayant la pièce du regard. Les documents sur la table. L'avocat. La BMW neuve. Qu'est-ce qui est si important que vous avez dû simuler la mort de mon père? C'est l'héritage, n'est-ce pas? Le silence qui a suivi a été une confession. Maître Pagnol s'est raclé la gorge. C'est l'héritage de papy, ai-je continué. Mon anniversaire. Dans 3 semaines. Mon père a soupiré, se servant un autre verre. Assieds-toi, Aurore. Tu es une adulte. Il est temps que tu prennes tes responsabilités familiales. Bérengère a finalement éclaté en sanglots. De vrais sanglots, cette fois. Des sanglots de culpabilité. On n'avait pas le choix, Aurore. On n'avait pas le choix. Je me suis assise, non pas par obéissance, mais parce que mes jambes tremblaient. J'ai regardé ces 4 personnes. Ma famille. Ils n'étaient pas ma famille. C'étaient des étrangers. Des escrocs. Ce n'était pas une conversation. C'était une embuscade. Et je venais de marcher droit dedans. Nous n'avons pas simulé ma mort, a commencé mon père, d'un ton faussement raisonnable. Nous avons dramatisé une légère alerte. Bérengère s'est emportée. Bérengère le regardait, bouche bée, trahi. C'était donc ça, le plan, la mettre en première ligne. Le domaine est au bord du gouffre, a dit ma mère, prenant le relais, sa voix dure. Ton père a fait des investissements audacieux. Des opportunités incroyables. Des opportunités qui ont échoué, a marmonné Grégoire, assez bas pour que je l'entende. Une simple crise de liquidité, a insisté Arnaud. Tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un pont financier. Juste pour quelques mois. J'ai regardé Maître Pagnol. Et c'est là que j'interviens. L'avocat m'a gratifié de son sourire le plus huileux. Aurore. Votre grand-père vous a laissé une jolie somme. 5 millions d'euros. Qui se débloque, comme par un heureux hasard, dans 3 semaines. Pour vos 30 ans. Il a fait glisser un dossier sur la table basse vers moi. Nous avons préparé les documents pour disons, un investissement familial. Un investissement. J'ai ouvert le dossier. Mon cerveau d'auditrice s'est mis en marche, lisant en diagonale le jargon juridique. Ce n'était pas un prêt. Ce n'était pas un investissement. C'était une cession totale et irrévocable de capitaux. Je leur donnais 5 millions. En échange, je recevais 1% de part honorifique dans une société holding familiale. Des parts sans droit de vote. Des parts qui ne valaient rien. En gros, je leur donnais tout, et ils ne me donnaient rien. Vous voulez que je vous donne 5 millions d'euros, ai-je dit, ma voix plate. Nous voulons que tu sauves ta famille, s'est écriée ma mère. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Ta vie à Lyon, tes études. Tu nous dois bien ça.
Je vous dois quoi? De m'avoir menti? C'est une opportunité en or, Aurore, a dit Grégoire, essayant d'être persuasif. Papa va retourner la situation. Cet argent vaudra le double dans un an. J'ai regardé mon père. Il me fixait, son regard dur. Le père charmeur avait disparu. C'était le PDG impitoyable. Soit tu es une Verdier, soit tu ne le es pas. C'est le moment de choisir ton camp. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Des larmes de rage, de dégoût. J'ai fermé le dossier. J'ai pris une profonde inspiration. Si je leur montrais ma colère, je perdais. S'ils me voyaient pleurer, ils penseraient m'avoir brisé. J'ai donc fait ce que je fais de mieux. Je suis devenue l'auditrice. Froide. Distante. C'est une somme importante, ai-je dit, ma voix étonnamment calme. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que je signe ça sur un coin de table après m'avoir menti de la sorte. Le soulagement sur leur visage était palpable. Je n'avais pas dit non. Bien sûr, ma chérie, a dit ma mère, son ton mielleux revenant. Prends ton temps. J'ai besoin de tous les comptes, ai-je dit. Les bilans des 3 dernières années. Les projections. Tout. Si c'est un investissement, je vais l'auditer. Grégoire a ricané. Tu veux jouer à la femme d'affaires? Exactement, ai-je dit. Vous avez 3 jours. C'est le temps qu'il m'a fallu pour mettre ma carrière en péril pour vous. Vous me devez bien ça. Je me suis levée. Je vais prendre ma chambre d'enfant. Ne me dérangez pas. Ils ont souri, soulagés. Ils pensaient que j'étais le même agneau naïf qui avait quitté la maison 5 ans plus tôt. Ils ne savaient pas qu'il venait de lâcher un loup dans la bergerie. Ma chambre d'enfant était intacte. Comme un mausolée. Tout était à sa place, mes livres d'école, mes posters démodés, mon petit bureau où je faisais mes devoirs. C'était comme s'ils s'attendaient à ce que je revienne, vaincu, un jour ou l'autre. Je me suis assise sur le lit et c'est là, seulement là, que j'ai craqué. J'ai fermé la porte à clé et j'ai laissé tout sortir. La peur panique du matin. La rage glaciale de l'hôpital. Et maintenant, le chagrin. Un chagrin profond et écrasant. Je n'ai pas pleuré pour l'argent. Je m'en fichais, de ces 5 millions. J'ai pleuré parce que ma famille, les gens qui étaient censés me protéger, m'avaient regardé droit dans les yeux et m'avaient menti de la façon la plus cruelle qui soit. J'ai ouvert le tiroir de mon ancienne table de nuit. Mon coffret à trésor d'enfance était là. J'ai sorti une photo. Moi, à 6 ans, sur les épaules de mon père, riant aux éclats, une grappe de raisin à la main. Il me regardait avec une telle fierté. Tu es mon petit détective, Aurore, me disait-il toujours. Tu vois ce que les autres ne voient pas. Je regardais l'homme sur la photo, puis je pensais à l'homme en bas, buvant du vin à 10 heures du matin après avoir simulé sa propre mort. Les larmes ont cessé. La tristesse s'est transformée en quelque chose de dur. De froid. D'accord, papa, ai-je murmuré à la photo. D'accord, petit détective. Au travail. La première chose que j'ai faite a été d'appeler Maître Valérie. L'avocat de mon grand-père. Un vieil ami à lui, maintenant à la retraite à Aix-en-Provence. Aurore. Quelle surprise. Sa voix était chaude, exactement ce dont j'avais besoin. Je lui ai tout raconté. Le faux infarctus. La pression. Les documents. Il y a eu un long silence. Aurore, dit-il enfin, sa voix dure comme l'acier. Ton grand-père avait vu juste. Il savait qu'Arnaud était un joueur, un homme de paille. C'est pour ça qu'il a créé ce trust. Peuvent-ils me forcer à signer? Absolument pas, a-t-il dit. Le trust est blindé. L'argent est à toi, et seulement à toi, le jour de tes 30 ans. S'ils essaient de te forcer, s'il y a la moindre preuve de coercition, le trust a une clause, tout l'argent est immédiatement versé à des œuvres de charité. Il ne voulait pas qu'Arnaud puisse y toucher. J'ai respiré pour la première fois de la journée. Merci, maître. Faites attention, Aurore. S'ils sont assez désespérés pour faire ça, ils sont désespérés pour tout. Je savais ce qu'il me restait à faire. Cette nuit-là, j'ai attendu que la maison soit silencieuse.
J'ai glissé par la porte arrière et j'ai marché dans l'obscurité jusqu'à la maison voisine. Celle de Madame Fournier. Elle m'attendait, une tisane à la main, comme si elle savait que je viendrais. Alors, ma grande, dit-elle sans préambule. Ils t'ont fait le coup de l'hôpital, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête, stupéfaite. Vous saviez? Ton grand-père me l'avait dit. Un jour, m'a-t-il dit, Arnaud essaiera de voler sa propre fille. Il n'a pas de morale. Elle m'a raconté la vérité. Pas seulement les dettes. Pas seulement les mauvais investissements. Ils ne sont pas seulement endettés, Aurore. Ils fraudent. Ils détruisent le nom de la Bourgogne. Ils achètent du vin espagnol bon marché, le mélangent dans leur cuve la nuit, et le vendent comme du premier cru. Ils empoisonnent l'héritage de ton grand-père. L'horreur m'a glacée. Ce n'était pas seulement de la cupidité. C'était un sacrilège. Il y a quelqu'un que tu devrais rencontrer, dit Madame Fournier en plissant les yeux. Son père a aussi été une victime d'Arnaud. Il s'appelle Julien. Il est comptable judiciaire. Et je crois qu'il attend ce jour depuis 10 ans. Le lendemain matin, j'ai joué la comédie. Je suis descendue pour le petit déjeuner, le visage frais, comme si j'avais dormi. J'ai affiché un air de « fille dévouée mais prudente ». J'ai réfléchi, ai-je annoncé devant mon café. C'est une affaire de famille. Mais 5 millions d'euros, c'est toute ma vie. Je dois être sûre. Mon père m'a tapoté la main. Bien sûr, ma chérie. Prends ton temps. Grégoire, ai-je dit en me tournant vers mon frère. Tu m'as dit que le business marchait bien. Tu peux me montrer les comptes? Les projections? Je veux voir où va mon investissement, point. Grégoire a ricané. Tu ne vas rien y comprendre, Aurore. C'est compliqué, la viticulture. Et c'est moi, ai-je répondu, le défi dans la voix. Je suis auditrice. Je passe mes journées à lire des chiffres. Montre-moi les chiffres. Son arrogance était sa plus grande faiblesse. Vexé, il a accepté. Très bien. Viens au bureau. Le bureau était une petite pièce à côté de la cuverie. Il s'est connecté au serveur du domaine. Voilà. C'est le système de comptabilité. Je te crée un accès, consultant. Tu peux regarder, mais tu ne peux rien modifier. Il pensait que j'étais une idiote. Il pensait que j'allais regarder des factures et des bilans. Il m'a laissé seule. Amuse-toi bien. La plus grosse erreur de sa vie. Pour un auditeur en cybersécurité, un accès, consultant, est une porte d'entrée. Limité est juste une suggestion. Je me suis connecté. L'interface était basique, un vieux logiciel qu'il n'avait jamais mis à jour. J'ai passé 1 heure à analyser l'architecture du réseau. J'ai trouvé une faille de privilège en moins de 20 minutes. J'ai élevé mes droits. Je n'étais plus consultante. J'étais administratrice. J'avais accès à tout. Et j'ai commencé à creuser. J'ai travaillé toute la journée et toute la nuit. Je disais à ma famille que j'analysais les projections. Eux, soulagés, me laissaient tranquille, pensant que je me rangeais à leur avis. La vérité était bien plus sombre. Les livres de comptes officiels, ceux que Grégoire voulait que je voie, montraient une entreprise en difficulté. Des dettes, oui. Des ventes en baisse. Mais ce n'était pas ça, le problème. J'ai trouvé les dossiers cachés. Les dossiers que Grégoire pensait avoir supprimés. J'ai lancé un logiciel de récupération de données sur leur sauvegarde. Et j'ai trouvé 2 comptabilités. La comptabilité A, officielle, pour les impôts et les banques. Et la comptabilité B. La vraie. J'ai trouvé les factures. Des commandes massives de vin de table anonymes en provenance d'Espagne et d'Italie. Des centaines de milliers de litres. Puis, j'ai trouvé les bons de commande sortants. Des ventes de Beaune premier cru et de Pommard à des prix exorbitants. Les chiffres ne correspondaient pas. Ils produisaient, sur le papier, 3 fois plus de vin qu'ils n'avaient de vignes. Ils ne se noyaient pas dans les dettes. Ils se noyaient dans l'argent sale. C'était une fraude massive. Une fraude à l'AOC, appellation d'origine contrôlée. Ils volaient leurs clients.
Il volait le nom de la Bourgogne. Il volait l'héritage de papy. Mon père n'était pas seulement un menteur. C'était un criminel. J'ai tout copié sur une clé USB cryptée. Ils ne se contentaient pas de se noyer. Ils empoisonnaient sciemment le puits. Et ils voulaient mes 5 millions pour acheter plus de poison et soudoyer les inspecteurs. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez un commentaire pour nous dire ce que vous auriez fait à la place d'OP. Vous pouvez aussi écrire simplement le chiffre 1 pour montrer que vous suivez encore. Et dites-nous, vous regardez cette histoire depuis quelle région ou quel pays? J'avais les preuves. Je les sentais brûler dans ma poche. Mais je ne pouvais pas partir. Pas encore. J'avais besoin d'un plan. J'ai passé le lendemain à prétendre que j'étais, presque convaincu. Je posais des questions idiotes sur les taux d'intérêt, faisant semblant d'être une novice en finance. Grégoire paradait, gonflé d'orgueil, m'expliquant les affaires. Mais j'avais commis une erreur. J'étais trop silencieuse. Trop concentrée. Grégoire l'a remarqué. Le soir venu, alors que nous dînions, il m'observait. Je gardais mon téléphone près de moi. Je répondais à des emails de travail du moins, c'est ce que je prétendais. Alors, Aurore, cet audit? Tu as fini de jouer avec tes chiffres, m'a-t-il lancé par-dessus la table. Presque, ai-je dit calmement. C'est impressionnant ce que vous avez construit. Il m'a souri, mais ses yeux étaient froids. Il savait que quelque chose n'allait pas. Cette nuit-là, j'ai fait une autre erreur. Épuisé par 48 heures de tension, je me suis endormi sans verrouiller la porte de ma chambre. J'avais laissé mon ordinateur portable de voyage sur le bureau. Je ne l'utilisais pas pour l'audit, mais il était connecté au Wi-Fi. Je me suis réveillé en sursaut à 4 heures du matin. Un bruit. J'ai ouvert les yeux. La porte de ma chambre se refermait doucement. Je me suis levé d'un bond. J'ai regardé mon ordinateur. Il était allumé. L'écran était sur ma boîte de réception professionnelle. Mon cœur s'est mis à battre à tout rompre. J'ai vérifié les messages envoyés. Il y en avait un. Un nouveau. Envoyé il y a 5 minutes. Ah, Martial, mon patron. Objet, démission immédiate et préoccupation. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à cliquer. Le message était un chef-d'œuvre de manipulation. C'était écrit par moi. Cher Martial, je vous écris dans un état de grande détresse. La situation de mon père, combinée à une pression familiale extrême, m'a conduite à une dépression nerveuse. Je ne suis plus en état de travailler. Ma famille essaie de m'aider, mais je réalise que j'ai des idées paranoïaques. Je les ai accusés de choses terribles. Je vois maintenant que j'ai tort. Je vous présente ma démission, avec effet immédiat. J'ai besoin de me faire soigner. Ne tentez pas de me contacter, ma famille s'occupe de tout. Cordialement, Aurore. J'ai cru que j'allais vomir. Grégoire. Il n'avait pas pu accéder à mon audit. Alors il avait fait la seule chose qu'il pouvait faire. Il avait essayé de me détruire. De m'isoler. De me faire passer pour folle. Si je perdais mon emploi, si j'étais officiellement instable, qui croirait mon histoire? J'étais piégée. Il ne voulait pas seulement mon argent. Il voulait anéantir ma crédibilité. Brûler mon unique voie de sortie. Il ne me laissait plus le choix. Ce n'était plus une question de défense. C'était le moment d'attaquer. Sérieusement, que feriez-vous à ma place? Quand votre propre frère, votre propre sang, essaie non seulement de vous voler, mais de vous faire passer pour folle, de détruire votre carrière, juste pour de l'argent. Que peut-on faire? Laissez-moi savoir dans les commentaires ce que vous auriez fait dans cette situation impossible. La panique menaçait de m'engloutir. J'ai respiré profondément. J'étais une auditrice. J'étais une analyste. Ne pas réagir. Agir. À 4h15 du matin, j'ai appelé Martial. Il a décroché à la deuxième sonnerie, sa voix pleine d'inquiétude. Aurore? J'ai reçu votre email. Bon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Martial. Écoutez-moi très attentivement. Je n'ai pas écrit cet email. Je suis auditrice en cybersécurité. Je suis en train de me faire attaquer.
Mon ordinateur portable a été compromis. C'est mon frère. Il y a eu un silence. Je pouvais presque l'entendre réfléchir. Vous êtes sûr? Je suis en train de regarder les logs d'accès. L'adresse IP provient de cette maison. Ils essaient de me discréditer parce que j'ai découvert qu'ils dirigent une opération criminelle. Martial, j'ai besoin de vous. De moi? Aurore, c'est une affaire de police. J'ai besoin de 48 heures, les-je coupés. Ne répondez pas à cet email. Ne le transférez pas, considérez-le comme une preuve. Faites-moi confiance. Faites confiance à l'auditrice que vous avez formée. Donnez-moi 48 heures pour régler ça. Sinon, il gagne. Un autre silence, plus long. 48 heures, Aurore, dit-il enfin, sa voix dure. Après ça, je dois signaler l'incident à la direction. Réglez ça. Il a raccroché. La rage avait remplacé la panique. Une rage froide, pure. Grégoire avait signé sa propre condamnation. À 7 heures du matin, j'ai quitté la maison. J'ai dit que j'allais me promener dans les vignes pour réfléchir à ma décision. Je n'allais pas dans les vignes. J'ai pris ma voiture de location, payée avec ma carte de crédit professionnelle, et j'ai conduit jusqu'à un café routier anonyme à mi-chemin de Chalon-sur-Saône. Julien était là. L'homme dont Madame Fournier m'avait parlé. Il avait la trentaine, des yeux fatigués mais un regard incroyablement perçant. Il ressemblait à ce qu'il était, un comptable judiciaire. Un homme qui chasse les chiffres que les autres cachent. Nous ne nous sommes pas serré la main. Je me suis assise. J'ai commandé un café noir. Votre père a détruit le mien, a-t-il dit, sans préambule. Sa voix était plate, dénuée d'émotion. Je sais, ai-je dit. Il y a 10 ans. Un projet d'expansion, fantôme. Mon père a tout investi. Ses économies. Notre maison. Il a tout perdu. Il ne s'en est jamais remis. Il est mort l'année dernière, fauché et brisé. Je suis désolé. Je ne veux pas de vos excuses, dit-il. Je veux savoir ce que vous avez. J'ai sorti la clé USB cryptée. J'ai tout. Les 2 livres de compte. Les factures d'importation d'Espagne. Les bons de commande frauduleux. La comptabilité B. Il a branché la clé sur son ordinateur portable renforcé. Ses doigts volaient sur le clavier. Pendant 5 minutes, le seul son fut le cliquetis des touches et la machine à café du bar. Puis, il s'est arrêté. Il a sifflé, bas. Mon Dieu, a-t-il murmuré. Il a tourné l'écran vers moi. Ce n'est pas seulement du coupage. Regardez ces dates. Ils ont vendu le millésime 2022 avant même d'avoir vendangé. Ils ont falsifié les déclarations de récolte. Ils ont menti aux douanes, aux impôts, et au comité des vins de Bourgogne. Il a levé les yeux vers moi, un feu sombre dans le regard. Ce n'est pas de la dette. C'est de la fraude en bande organisée. Il risque des années de prison. Des années. J'ai hoché la tête. La question est, dit-il en fermant l'ordinateur. Que voulez-vous faire? Voulez-vous juste qu'il s'arrête? Ou voulez-vous qu'il paie? Je me suis souvenu de l'email de Grégoire. De mon patron me donnant 48 heures. De l'infarctus simulé de mon père. Je veux qu'il paie, ai-je dit. Un mince sourire est apparu sur le visage de Julien. Bien. Parce que j'ai des contacts. À la DGCCRF, la répression des fraudes, et à la gendarmerie financière. Ils attendent une preuve comme celle-ci depuis des années. Nous avions un plan. Julien allait contacter ses homologues. Ils avaient besoin d'un flagrant délit. Ou, mieux encore, d'une preuve irréfutable que la famille essayait activement de dissimuler la fraude. Ils ont besoin de vos 5 millions, a dit Julien. Ils vont les utiliser pour couvrir leurs traces, payer leurs dettes illégales, peut-être même soudoyer quelqu'un. Nous devons les prendre la main dans le sac. Le plan était simple, je devais accepter de signer. Je suis retourné au domaine. J'ai passé la journée à jouer la fille tourmentée. J'ai dit à ma famille que j'avais parlé à la banque et que je comprenais l'urgence. Ils étaient ravis. La tension dans la maison s'est évaporée.
Ma mère a même commencé à planifier un dîner pour célébrer notre réunion de famille. Le soir venu, mon père m'a demandé de venir dans son bureau. L'antre du lion. La pièce sentait le cuir, la cire et le vieux tabac. C'était la pièce où j'avais été félicité pour mes bonnes notes et grondé pour mes bêtises. Il était assis derrière son grand bureau en chêne. Les photos de moi enfant étaient stratégiquement placées face au fauteuil visiteur. Aurore, a-t-il commencé, sa voix douce, paternelle. Je voulais te remercier. Je sais que ça a été un choc. Et puis, il a fait quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire. Il a pleuré. De vraies larmes coulaient sur ses joues. J'ai tout gâché, ma chérie, a-t-il dit, sa voix brisée. J'ai fait de mauvais choix. J'ai été trop ambitieux. Je ne suis qu'un homme, Aurore. J'ai fait des erreurs. Il m'a parlé des dettes. Il a admis qu'il devait de l'argent. Il a menti, bien sûr. Il a parlé de mauvais marché et de taxes imprévues, mais il n'a jamais mentionné l'Espagne, la fraude, le coupage. Je risque la prison, Aurore, a-t-il sangloté. La prison pour dette. Ton frère, il ne survivrait pas. Ta mère, ça la tuerait. Mon cœur s'est serré. C'était mon père. Malgré tout. L'homme de la photo. Une partie de moi, une partie stupide et enfantine, voulait le croire. Elle voulait lui donner l'argent, lui pardonner, et que tout redevienne comme avant. J'ai failli céder. Et puis, j'ai posé le test. Papa, ai-je dit doucement. Grégoire, il a envoyé un email à mon patron cette nuit. Il a dit que j'étais folle. Il a essayé de me faire perdre mon travail. Je l'ai regardé. J'ai attendu. Il a essuyé ses larmes. Son expression a changé. Juste une seconde. Un éclair de calcul froid. Il est sous pression, ma chérie, a-t-il marmonné. Il ne pensait pas à mal. Il essaie juste de protéger la famille. De te protéger de toi-même. Et voilà. C'était fini. Il savait. Il était complice. Il était probablement le cerveau derrière l'email. Les larmes étaient réelles, oui. Mais elles n'étaient pas pour moi. Elles n'étaient pas pour ses mensonges. Elles étaient pour lui. Il pleurait sur lui-même. Je me suis levée. J'ai ressenti un calme étrange. C'est d'accord, papa, ai-je dit. J'ai compris. Je vais signer. Il a levé les yeux, surpris, puis un immense soulagement l'a envahi. Vraiment? Oui. Demain matin. Prévenez maître Pagnol. Mettons fin à tout ça. Il s'est levé et m'a serré dans ses bras. Tu sauves la famille, Aurore. Tu es ma fille. J'ai laissé mes bras pendre le long de mon corps. J'avais l'impression d'enlacer un bloc de glace. Je sais, papa, ai-je murmuré. Je sais. J'ai envoyé un SMS à Julien sous la table, demain, 10 heures. Il morde à l'hameçon. Le lendemain matin, l'atmosphère dans la maison était électrique. Ce n'était pas de la tension, c'était de l'excitation. C'était comme un matin de Noël. Ma mère fredonnait en préparant le café, portant son bon collier de perles. Bérangère parlait au téléphone de vacances au soleil. Grégoire lisait le journal des sports, l'air d'un roi. Ils avaient gagné. La fille rebelle était rentrée au bercail. La poule aux œufs d'or allait payer. À 10 heures précises, maître Pagnol est arrivé, sa mallette débordant de documents. Une grande journée, disait-il en s'installant dans le salon. Mon père a ouvert une bouteille de champagne. Pour célébrer l'avenir du domaine Verdier. Ils m'ont tous regardé. J'ai souri. Un sourire qui ne montait pas jusqu'à mes yeux. Asseyons-nous, a dit Pagnol en étalant les papiers. Aurore, si tu veux bien signer ici, et parapher chaque page. Il m'a tendu un stylo cher et lourd. Je me suis assise. J'ai pris le stylo. J'ai regardé la première page. Cession totale et irrévocable. J'ai posé mon téléphone sur la table, à côté des documents. Juste avant de signer, ai-je dit, ma voix claire et forte dans le silence soudain. J'ai une petite question. Pour l'enregistrement. Mon père s'est figé,
sa coupe de champagne à mi-chemin de ses lèvres. Pour l'enregistrement? J'ai appuyé sur le bouton « Enregistrer » de mon téléphone. Oui. C'est 5 millions d'euros, après tout. Je veux juste que tout le monde ici, papa, maman, Grégoire, et vous, Maître Pagnol, confirme que ces fonds ne seront en aucun cas utilisés pour dissimuler une fraude à l'AOC, pour payer des fournisseurs de vin espagnol non déclarés, ou pour couvrir des activités de coupage. Le silence. Un silence si total que j'entendais une mouche voler. Maître Pagnol a lâché son stylo. Il a roulé sur la table. Grégoire est devenu blanc comme un linge. De quoi tu parles? Tu es folle? Folle, ai-je répété. C'est ce que tu as écrit à mon patron, n'est-ce pas? Que j'étais paranoïaque? Ma mère a porté la main à sa bouche. Aurore, comment oses-tu? Comment j'ose, ai-je dit en me levant. Comment vous osez? Simuler un infarctus? Détruire l'héritage de papy? Me faire passer pour folle? Mon père s'est levé d'un bond, son visage rouge de fureur. Aurore! Ça suffit. Tu signes ces papiers maintenant. Non, ai-je dit. Je ne crois pas, non. Tu vas le regretter, a crié Grégoire en se levant aussi. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais. Oh, si, ai-je dit. Je sais exactement ce que je fais. Et à ce moment précis, comme dans un film, on a sonné à la porte. Une sonnerie longue, insistante. Personne n'a bougé. Ils me fixaient tous. Je vais ouvrir, ai-je dit calmement. J'ai traversé le hall. J'ai ouvert la grande porte en chêne. Julien était là. Il n'était pas seul. Il était accompagné de 2 agents de la DGCCRF, la répression des fraudes, en civil, et de 2 gendarmes de la brigade de recherche financière. Bonjour, ai-je dit. Entrez, je vous en prie. Ils sont tous dans le salon. Julien m'a gratifié d'un bref signe de tête. Arnaud Verdier, a demandé l'un des agents en entrant dans le salon. Mon père, ma mère, mon frère et l'avocat étaient pétrifiés. La comédie était terminée. Nous avons un mandat d'arrêt et de perquisition, a continué l'agent, sa voix ne laissant place à aucune discussion. Pour suspicion de fraude en bande organisée, falsification d'appellation d'origine contrôlée, et tromperie commerciale. Ma mère s'est évanouie, s'effondrant sur le tapis persan. Bérangère hurlait. Grégoire a tenté de fuir par la porte-fenêtre, mais l'autre gendarme l'attendait déjà dehors. Mon père ne bougeait pas. Il me regardait. Son visage n'exprimait ni peur, ni tristesse. Juste une haine pure, froide, absolue. Tu as détruit cette famille, a-t-il craché alors qu'un gendarme lui passait les menottes. Non, ai-je répondu, ma voix ne tremblant pas, j'ai juste allumé la lumière. Les semaines qui ont suivi ont été un chaos. Le domaine Verdier, ce nom autrefois respecté en Bourgogne, était maintenant traîné dans la boue. Et c'était mérité. Le scandale de la fraude à l'AOC a fait la une des journaux locaux. Les preuves que j'avais recueillies, combinées à l'enquête de Julien et de la DGCCRF, étaient accablantes. Les 2 comptabilités, les factures, les témoignages des employés, tout y était. La chute a été brutale. Mon père, Arnaud, et mon frère, Grégoire, en tant que cerveau de l'opération, ont été inculpés pour fraude en bande organisée, évasion fiscale et tromperie commerciale grave. Face aux preuves, ils n'ont même pas pu négocier. Ils ont pris des peines de prison ferme. Plusieurs années. Maître Pagnol, l'avocat, a été radié du barreau pour complicité et faux en écriture. Ma mère, Odette, s'en est sortie avec une lourde amende et une peine de sursis. Sa complicité était passive, mais sa connaissance des faits était avérée. Son vrai châtiment a été la perte de son statut. Elle n'était plus Madame Verdier du domaine. Elle n'était plus rien. Bérangère, ma sœur, a tout avoué. Elle a coopéré pleinement, expliquant comment elle avait été manipulée. Elle a écopé de travaux d'intérêt général. Le domaine Verdier lui-même a été saisi. Il a été vendu aux enchères pour rembourser les dettes massives envers l'État, les impôts, et surtout, pour indemniser les clients floués et les victimes passées, comme le père de Julien. Et moi? Le jour de mes 30 ans, 3 semaines après les arrestations, les 5 millions d'euros ont été débloqués.
L'argent est arrivé sur mon compte, silencieusement. Je n'ai pas sauvé le domaine. Je ne le voulais pas. Il était souillé par leurs mensonges. J'ai quitté la Bourgogne. Je suis retourné à Lyon. Martial, mon patron, m'a accueilli, non pas avec des questions, mais avec une poignée de main ferme. Je suis content de vous revoir, Aurore. Votre poste vous attend. Mon audit sur l'email de Grégoire avait prouvé que je disais la vérité. Ma réputation était intacte. J'ai même eu ma promotion. Avec l'argent de mon grand-père, j'ai fait 2 choses. D'abord, j'ai remboursé intégralement les victimes que Julien avait identifiées et que la vente du domaine n'avait pas suffi à couvrir. Ensuite, avec le reste, j'ai créé un fonds. Pas une œuvre de charité. Un fonds de microcrédit pour les jeunes vignerons de Bourgogne. Des jeunes qui veulent démarrer, qui ont du talent, mais pas de nom. Des jeunes qui respectent la terre. Des jeunes qui, je l'espère, comprennent la valeur de l'honnêteté. Des années ont passé. Je suis maintenant directrice de la cybersécurité dans ma firme à Lyon. Je vis une vie calme. Une vie honnête. Je rends parfois visite à ma mère. Elle vit dans un petit appartement. Elle est plus silencieuse, plus humble. Nous essayons de reconstruire quelque chose, mais c'est difficile. Je n'ai jamais rendu visite à mon père ni à mon frère en prison. Ils n'ont jamais écrit. L'autre jour, je suis retournée à Beaune pour le fonds. Je suis passée devant l'ancien domaine Verdier. Il a un nouveau propriétaire. Un nouveau nom. Les vignes sont saines. Je me suis tenue sur la colline, regardant le coucher de soleil sur les vignes. J'ai réalisé que j'avais perdu ma famille. J'avais perdu la maison de mon enfance. Mais je m'étais trouvée moi-même. L'héritage de mon grand-père, ce n'était pas les 5 millions d'euros. L'argent n'était qu'un outil. Son véritable héritage, c'était le courage de faire la différence entre ce qui est facile et ce qui est juste. Et cet héritage-là, je l'ai protégé. Et vous? Que feriez-vous si les gens que vous aimez le plus, votre propre sang, se révélaient être ceux qui essaient de vous détruire? Pardonne-t-on ce genre de mensonge au nom de la famille? Ou faut-il se battre pour la vérité, peu importe le prix à payer? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'aimerais vraiment lire vos expériences. Et si cette histoire de trahison familiale, de cet héritage empoisonné et de cette justice finalement rendue a résonné en vous, merci de laisser un like. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos histoires de vie, chaque semaine. Merci de m'avoir écouté.